Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des mercredis de la Supply Chain, avec un sujet qui est l'IA génératif dans le domaine de la supply chain. Un sujet qui est très actuel et qui suscite beaucoup d'intérêt, puisque vous êtes ce matin plus de 336 inscrits, donc ce qui est une sorte de record en termes d'inscrits. Pour traiter ce sujet, 6 intervenants. Alors, ce qui va être passionnant, c'est que ces 6 intervenants viennent d'univers très, très différents, et donc ça va nous permettre d'avoir certainement un débat très intéressant avec des vues différentes, certainement, d'un intervenant à l'autre. Alors, je leur demande de bien vouloir se présenter, en commençant par Yann, qui est un habitué du plateau de Supply Chain Village. Yann. Merci Jean-Philippe de nous avoir invités. Je suis Yann Arganès, je suis country manager pour la Belgique et la France pour une société qui s'appelle le Système Logistique et qui est un des gros faiseurs d'intralogistique, donc d'équipements automatisés au sein des entrepôts à travers l'Europe, puisqu'on est présent à peu près dans tous les pays européens, aux États-Unis, en Inde, en Chine, et qui est une société qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a plus de 1000 collaborateurs, et qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Crones, qui fait à peu près 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est le numéro 1 mondial de l'embouteillage, de toute façon, donc avec des clients comme Coca-Cola, PepsiCo, ce genre de choses, et qui embouteille tout type de produits, que ce soit du liquide, de la crème, ce genre de choses. Et notre gamme est extrêmement étendue, puisqu'on fait ce qu'on appelle le legacy, c'est-à-dire des transstockers, des médios, des systèmes shuttle, des AGV, des AMR, et donc à peu près toute la gamme technologique qui peut exister dans le métier d'intralogistique. Et comme on a une extension de plus en plus importante des systèmes automatisés à l'intérieur de l'entrepôt, l'IA est un élément important. Et bien, nous verrons comment et pourquoi. Erwan. Bonjour, merci également pour l'invitation. Alors, contrairement à mon voisin, pour moi, c'est une première. Donc, je suis Aaron Le Tolguenec, le responsable commercial des activités pour Cedapta en France, nouvellement rattaché au groupe Elisa Industric. Donc, on est un éditeur international dans un groupe mondial. On fait un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires pour plus de 5000 collaborateurs, essentiellement en Europe, avec des filiales en Asie et aux États-Unis. Aujourd'hui, on intervient sur 2 volets. Tout ce qui va être le Supply Chain and Operation Planning et tout ce qui va être le Manufacturing et Operation Management. Et un peu à l'image de mon voisin, ça fait 3 ans qu'on a lancé, via nos recherches et développement, des programmes de développement sur ce qu'on va évoquer aujourd'hui. L'IA générative. Exactement. Merci, Raphaël. Bonjour Jean-Philippe, merci de l'invitation. Donc, moi, je représente aujourd'hui Manhattan Associates, bien connu sur vos plateaux, je crois, leader mondial des solutions en supply chain, de l'entrepôt jusqu'au magasin. Dans cette société, moi, je suis directeur technique, donc je pilote un peu tous ces sujets-là sur notre zone européenne. Et je serais ravi de vous parler de comment on applique déjà depuis 1 an, 2 ans en production chez nos clients ces technologies et des cas d'usage qui s'y rattachent. Parfait, merci. Magali. Merci Jean-Philippe pour l'invitation. Donc Magali Bouton, je travaille chez Augusta Reeves, je suis directrice associée. Nous sommes un pure player SAP, donc nous distribuons et nous installons des solutions SAP et nous accompagnons donc nos clients dans leur transformation, notamment aujourd'hui donc sur la supply chain, et il y a plus en plus de demandes sur l'IA et c'est pour ça que c'est très instructif d'être dans cette table ronde où c'est pour moi aussi une première. Merci beaucoup. Cyril. Bonjour à tous, donc Cyril Vernet, je suis directeur associé du groupe HRC, une activité de conseil HRC Consulting depuis 15 ans maintenant, centrée sur la supply chain, autour de SAP, et une activité d'édition logicielle avec HRC Software, donc je suis le patron, centré sur la mise en disposition de solutions de mobilité dans un contexte SAP. On va beaucoup parler de SAP ce matin. Il est possible. Okay. Alexis. Bonjour Jean-Philippe et merci beaucoup pour cette invitation. Je m'appelle Alexis Dalmagne, donc je suis responsable innovation et intelligence artificielle groupe pour ID Logistics. Donc nous sommes un acteur 3PL indépendant, on a terminé à 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, nous intervenons dans 18 pays et donc j'interviens pour structurer un peu notre approche sur l'innovation et spécifiquement aussi sur l'intelligence artificielle. Je suis ravi d'être là avec vous et d'échanger sur ce que vous avez pu vivre chacun comme expérience et j'ai hâte d'entendre votre feedback. Merci beaucoup, merci pour ce tour de table. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dès maintenant et nos intervenants y répondront aux alentours de midi pour ceux qui suivent le direct. Est-ce qu'on peut donner
Raphaël, puisque vous mettez en place l'IA générative depuis déjà un certain nombre de mois, est-ce qu'on peut donner une définition claire de ce qu'est l'IA générative? Bon, j'espère qu'elle sera claire. On peut donner une définition de l'IA générative. Donc, on est vraiment sur une déclinaison de l'intelligence artificielle, donc l'application d'algorithmes, de puissance de calcul, pour utiliser des modèles statistiques appliqués à des référentiels de données larges pour générer finalement du contenu, médias, texte, images, vidéos, musique, basé sur ces modèles statistiques. Donc, c'est le point de départ de l'IA générative, c'est pour ça qu'elle s'appelle générative, c'est qu'elle permet de générer du contenu et par voie de conséquence, elle permet aussi de comprendre du contenu conversationnel, d'analyser du média de la même façon. Voilà. Et ça permet de tout de suite générer des interfaces homme-machine, de créer un dialogue et d'amener dans une interaction conversationnelle avec un système. C'est vraiment la base de l'IA générative. Merci. Cyril, comment ça s'intègre dans le cadre d'une architecture qui utilise déjà l'intelligence artificielle? Alors, ce qui peut être déjà intéressant de repositionner, c'est l'intelligence artificielle générative par rapport à la grande famille de l'IA. Oui. Parce qu'en fait, l'IA, ce n'est pas que l'intelligence artificielle générative. On a eu plein d'autres choses. Donc, il faut repositionner. C'est intéressant d'imaginer un arbre où ses racines seraient les mathématiques, les statistiques, on en parlait, les neurosciences, la linguistique. Dans cet arbre, on a un certain nombre de branches. Dans ces branches, on va retrouver des systèmes experts, on va retrouver des métaheuristiques, on va retrouver de la logique floue, on va retrouver de la vision par ordinateur. Et il y a la fameuse machine learning, au bout duquel on va retrouver le deep learning et au bout duquel on va retrouver les LLM avec les transformers. Et finalement, une feuille de cet arbre, c'est l'intelligence artificielle générative dont on parlait juste précédemment. Et c'est bien de repositionner parce que finalement, là, il y a un focus qui est fait sur cette partie-là, mais ça reste quand même une partie d'un ensemble plus grand. Et je préciserai juste un point sur la partie générative, en complément de ce qu'indiquait Raphaël, c'est qu'on peut aussi générer du code. Oui. Donc on peut générer certes du texte, du contenu, des documents, des vidéos, des images, ça concerne tout le monde, mais du code. Et là aussi, c'est un point très différenciant de pouvoir générer du code. D'accord. À part de générer du code, à quoi ça sert? Je veux dire concrètement, est-ce qu'on peut essayer de rentrer un petit peu dans dans les applications qui peuvent être rendues possibles grâce à l'IA générative? Qui souhaite répondre? Erwan. Ouais, pour compléter ce que disait Cyril, donc nous en tant qu'éditeurs, c'est effectivement une des premières parties qu'on a mis en œuvre, exploiter ces outils pour générer les bonnes pratiques au niveau de nos développeurs et surtout enrichir une base de connaissances. Donc plutôt que de redévelopper from scratch la même chose, on va utiliser des scénarios déjà existants et cette IA générative va auto-apprendre, notion de deep learning, des erreurs ou des différents éléments qu'on aurait codés par le passé. Et le deuxième volet, si on se met à la place de nos clients, ça va être l'exploitation de la solution. En fait, on va maximiser le taux d'usage, on va enrichir la compréhension de l'application. Alors, ces outils ne vont jamais remplacer les moteurs de planification qu'on va développer, mais néanmoins, elles vont permettre d'éviter ce fameux effet boîte noire que je pense tous les industriels ont déjà évoqué dans leurs entreprises et vécu, pour justement fournir la bonne information sur pourquoi ces moteurs ont calculé de telle manière et proposé tel résultat, par exemple sur un plan de réapprovisionnement multi-entrepôt. D'accord. Vous qui êtes dans l'ordo, la planification, ça permet d'avoir un meilleur dialogue avec l'utilisateur, c'est ça? C'est exactement ça. Vous allez pouvoir générer des demandes automatiques de planification. Donc lance-moi, s'il te plaît, un plan de production à capacité finie sur les 12 prochains mois en respectant un taux de service de 99%, par exemple. Donc un objectif business va devenir une contrainte pour le système d'information. Et après, à l'issue, il va pouvoir interroger cette fameuse intelligence artificielle en forme de chat. Donc là, on revient sur ce que disait Raphaël, c'est du conversationnel à l'heure d'aujourd'hui, un peu ce qu'on utilise tous dans notre vie personnelle, les ChatGPT, les Gemini et consorts. Et à l'issue de ça, il va pouvoir le questionner sur pourquoi ce résultat-là, mais aussi lancer des actions d'optimisation. Donc plutôt que de retourner dans les systèmes, par le biais de la boîte de dialogue, il va pouvoir régénérer automatiquement d'autres simulations en faisant varier ses paramètres et ses contraintes. Mais ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans vos solutions ou c'est en devenir? Non, ça existe depuis 3 ans. Alors, je ne pensais pas que l'introduction me permettrait d'en parler, mais c'est une bonne perche. Donc, en fait, nous, on a reconstruit notre plateforme logicielle en 2021 avec 68 data scientists qui sont dans notre société. Et justement, c'est ce qu'ils appellent la long journey. On a sorti en ce début d'année 2025 Lumi, l'assistant virtuel qui intègre toutes nos plateformes logicielles et donc qui permet à chacun de nos clients de travailler sous cette IA conversationnelle avec l'IA générative. D'accord. Et ça se fait d'une manière intuitive, enfin j'imagine, comme un peu comme si on utilisait ChatGPT. C'est exactement ça. Vous imaginez le software comme il était avant, sauf que sur le côté, vous avez le petit chat qui vous permet d'aller poser toute typologie de questions, et on y viendra plus tard sur les différents cas d'usage qui peuvent être pertinents pour nos auditeurs.
Raphaël, c'est un petit peu la même chose chez vous, sauf que bon, vous, c'est plus sur la partie exécution, c'est ça? Oui, alors sur la partie exécution, mais pas uniquement. La partie IA générative, on l'a intégrée dans le logiciel à peu près il y a 1 an. Et une des conséquences, c'est que ça reste une porte d'entrée vers derrière de l'information, de la fonctionnalité. Et ça, c'est vraiment, je dirais, ce qui évolue très vite. Aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, on avait notre événement annuel il y a quelques jours où on vient d'annoncer le développement d'une IA agentique dans le système pour cet été, pour cet automne. C'est quoi, c'est une IA agentique? C'est-à-dire qu'en fait, on ne se contente pas de générer de l'échange conversationnel, mais on va donner à l'IA la capacité d'aller ensuite appeler des fonctionnalités de façon autonome, avec des contraintes métiers, c'était très clairement exprimé, sur derrière appeler des fonctionnalités produits, des modules produits qui vont se dérouler en autonomie. Et là, on va beaucoup plus loin parce que cette fois-ci, on va vraiment exécuter des fonctions opérationnelles, piloter des fonctions opérationnelles. La pointe de cet iceberg-là, c'est l'IA générative, parce que l'IA générative, c'est celle qui permet l'interface conversationnelle. Oui. Et donc, on va retrouver plein d'exemples, soit d'aller attaquer de la donnée statique, donc des documentations, des procédures opérationnelles, des bases de connaissances, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on a dans nos produits, par exemple, depuis l'an dernier, nos capacités de venir poser une question au système, comment je peux faire telle ou telle action, que veut dire tel ou tel bouton, que veut dire tel ou tel statut de ma palette, etc. Mais ça va plus loin. Maintenant, on permet d'intégrer pour nos clients leur documentation spécifique projet, où ils peuvent déclarer l'intégralité de leur personnalisation, leur spécifique, les procédures opérationnelles pour que l'utilisateur puisse même poser des questions qui est « Ah bah j'ai tel message, qu'est-ce que je dois faire après ?» Et là, on avance quand même, on apporte une valeur quand même assez importante rapidement à l'utilisateur. Ça, c'est de la donnée statique. Et après, on va évoluer vers plus de données dynamiques, voire de la donnée dynamique sur des agents autonomes. Mais voilà, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, nous. Mais ça va très vite de ce point de vue-là. Magali, chez SAP, comment c'est exactement ce qu'est en train de faire SAP. L'Agentic AI, c'est le dernier, je dirais, grand projet de SAP. Donc, ça va arriver à la fin de l'année. Oui. Chez SAP, on a le copilote qui s'appelle Joule, où effectivement, ça permet aussi à l'utilisateur de pouvoir structurer la donnée. Dans SAP, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a beaucoup de données. C'est quand même un intégré, donc si on parle de même la chaîne logistique, on va de la demande client à la livraison du client, donc on est en train de voir tout le parcours en fait de cette demande, de qui je vais devoir appeler au niveau de mes fournisseurs pour sourcer, comment je fais en sorte d'avoir le bon sourcing. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs en fait de l'entreprise. Et le grand enjeu des entreprises aujourd'hui, c'est de structurer la donnée. C'est comment je retrouve rapidement l'information, comment je fais en sorte d'un événement de faire quelque chose, un non-événement, c'est-à-dire j'ai un aléa climatique, mon fournisseur ne peut pas me livrer. Alors avant, il fallait appeler le service, tiens, quelle commande est concernée? Maintenant, je vais dans Joule, je dis, attention, j'ai un problème sur tel fournisseur. Retrouve-moi les commandes qui sont associées. Il va le faire. Après, on va dire, retrouve-moi un fournisseur alternatif qui fait exactement la même chose. Et après, donc, on va pouvoir enchaîner. Donc, c'est sûr, il y a une intervention humaine, mais on peut déjà agir sur le système. Donc, en termes d'SAP, on est aussi sur de l'action et de la prise de décision. Donc, l'IA générative va permettre de structurer le contenu pour savoir ce qu'on doit faire, mais aussi de faire. Et effectivement, demain, ça se fera de manière automatique. On dira, OK, pas de problème. Dès que j'ai un aléa, je vais jusqu'au bout. Et par contre, s'il y a tel événement, dis-moi s'il y a un problème. Et là où aussi la force d'SAP est présente, c'est qu'on respecte toutes les étapes en fait, du processus de validation, de tout ce qui est sécurité. C'est-à-dire que la personne qui va demander quelque chose ne va pas être celle qui va faire à la fin, qui va valider. Donc on est vraiment dans un processus qui respecte tout ce qui est la base de SAP, mais qui permet aussi d'aller vite et d'avoir vraiment l'information en temps réel. Peut-être un point sur les agents, parce qu'effectivement, on est passé vite. Ça, c'est vraiment une évolution aujourd'hui, cette notion d'agent IA. Il y a un moyen mémotechnique là, qui a été un peu popularisé par Pascal Bornet, qui est le modèle SPAR, S-P-A-R, qui permet de bien comprendre cette notion. Donc S, c'est pour sense, pour ressentir, pour appréhender le monde dans lequel on évolue.
des capteurs, des données, des entrants. Le P, c'est pour planifier. Donc aujourd'hui, on a cette capacité de planifier un certain nombre d'actions à mener, à réaliser pour traiter une tâche. Le A, c'est pour agir, action. Et donc là, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on passe d'une analyse à une action dans le monde réel. Et du coup, le R, c'est pour reflect, c'est pour avoir cette boucle de feedback et de pouvoir ajuster l'action. Et donc, on a SPARE, et le moyen technique, c'est que du coup, c'est fait comme un sparring partner, finalement comme un coéquipier avec qui on travaille. Ça, c'est nouveau, ces agents IA. Et on va avoir des agents IA qui vont être de plus en plus spécialisés pour des thématiques, un peu finalement comme des utilisateurs, des personnes, nous, comme on travaille en équipe, et avoir des équipes d'agents IA pour pouvoir accomplir des tâches complexes et agir. Donc ça, c'est un petit peu nouveau quand même, de pouvoir travailler sur cette partie action dans le monde réel. J'allais demander à Magali, si j'ai mon système SAP, mon ERP, enfin tous les modules qui vont bien pour gérer l'entreprise, et que je veux mettre en place l'IA générative, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un module spécifique? Alors, c'est sur étagère, c'est-à-dire que la force d'SAP aussi, c'est d'avoir des agents préconfigurés qui se basent sur des demandes. Un métier, ce sont des business, ce qu'on appelle le business AI, c'est-à-dire vraiment de l'intégrer. Et derrière, donc pareil, sur la notion de copilote, il y aura aussi de l'entraînement fait sur différentes fonctions. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 230, 250 fonctions prévues par SAP sur toute la globalité de SAP, dont 33 sur la partie supply. Donc c'est quelque chose quand même, on voit qu'on a à peu près 15%, donc c'est une grande partie. C'est là aussi où on peut avoir le plus fort ROI, donc ce qui parle quand même aux entreprises. Et d'ailleurs, SAP permet, donc sur chaque agent, de calculer le ROI de la mise en place. Voilà. C'est une demande, Cyril, c'est une demande des clients, ça, aujourd'hui, l'IA générative, vous êtes beaucoup interrogé là-dessus? Alors, oui, bien sûr, après, sur plusieurs aspects, c'est que, comme tout nouveau sujet, il y a un petit peu un côté un peu hype, survendu, parce que le marketing, la com est toujours en avance sur la réalité. Et c'est vrai que les clients, ce qu'ils veulent savoir, c'est quels sont les cas d'usage réels, qu'est-ce qu'ils vont gagner, quel est l'effort concret. Donc, évidemment, qu'on en est interrogé. Après, on a un travail un peu dispersé, c'est qu'on a une activité à la fois de conseil et à la fois du coup d'édition logicielle. Donc sur la partie conseil, on se pose déjà des questions pour nous, comment bien l'utiliser dans nos propres métiers. Ensuite, comment bien accompagner nos clients pour répondre à leurs problématiques, à leurs questions. Alors, dans le contexte SAP, comme l'expliquait très bien Magali, ils nous demandent concrètement, j'ai SAP, qu'est-ce que je peux faire avec, comment je l'active, comment je l'utilise, quelles en sont les limites. Et puis dans notre partie édition logicielle, où le but c'est d'apporter de l'IA supplémentaire à nos fonctionnalités. On en parlait un petit peu avant sur la maintenance, on parlait tout à l'heure sur la partie maintenance, à savoir d'être capable de gérer cette connaissance autour de la maintenance, d'interroger un système pour aider un technicien de maintenance, pour rechercher des corrélations sur des pannes récurrentes, ce genre de choses. Là, aujourd'hui, ça fonctionne, c'est concret, on y est. Sur la gestion, pareil, des entrepôts, sur l'optimisation des stocks, ou ce genre de choses, on y est, ça, on sait faire. Justement, vous avez précédé ma question parce que j'ai demandé à Yann, justement, autant l'informatique, on comprend, on commence à comprendre un petit peu les applications qu'il va y avoir de l'IA générative dans les applications informatiques, mais autant dans la mécanisation, on se demande alors comment vous intégrez et comment vous voyez l'avenir de l'IA générative. C'est une pensée qui consiste à dire que j'ai une machine, donc j'ai quelque chose de mécanisé. Oui. Actuellement, dans le métier de la supply chain, en tout cas au sein des entrepôts, on a des systèmes de plus en plus complexes qui sont développés en termes d'automatisation et qui génèrent de la donnée. Alors, il faut savoir que dans certains entrepôts dans lesquels il y a des investissements relativement lourds, quasiment l'intégralité des process physiques sont pris en compte par la machine. Et donc, forcément, la machine génère de l'information et de la donnée. Et à partir de là, ça permet d'avoir une base de données sur laquelle on peut très bien plugger une IA générative, justement pour pouvoir simuler, en tout cas, des variations d'activité, des variations de saisonnalité, d'activité et d'activité, pour pouvoir générer, entre guillemets, une orientation et des stratégies qui peuvent être faites. Pour terminer avec ça, c'est-à-dire qu'on va éviter effectivement le phénomène de publicité, c'est des phénomènes qui existent depuis peu de temps, en tout cas en termes d'applicatifs, mais en tout cas sur les métiers d'intralogistique, on cherche de plus en plus à déployer des IA génératives qui sont capables de changer et de modifier les règles de gestion, en tout cas du système automatisé, pour pouvoir répondre à des sollicitations extérieures et contextuelles, environnementales, de la part du client. Ce qui fait que la machine, dans certains cas de figure, va fonctionner de telle façon, et ensuite va pouvoir se réorienter et changer ses règles stratégiques
pour pouvoir faire face à des variations d'activité. Ça, c'est la partie, le Saint Graal, entre guillemets, qui est recherché, en tout cas par les métiers de l'automatisation. Maintenant, plus concrètement, l'IA générative, c'est l'utilisation au niveau de la maintenance, par exemple. C'est dire, voilà, j'ai eu un certain nombre de pannes faites par la machine. Est-ce que je suis, par rapport aux us et coutumes, entre guillemets, de mes dossiers paralysés qui se trouvent par ailleurs, est-ce que je suis dans un phénomène d'anormalité, pas d'anormalité? Est-ce que je dois générer et déclencher, en fin de compte, des orientations à mes opérateurs pour pouvoir avoir plus d'attention sur cette partie-là de la machine et qu'est-ce qui peut m'attendre dans le futur en termes d'intervention. D'accord. Est-ce que ça, c'est intégré dans le WCS? Comment... Alors, maintenant, pour être Jean-Philippe, la partie WCS, c'est généralement la gestion des automates, entre guillemets, qui peuvent, dans les systèmes extrêmement complexes, il y a de plus en plus des fonctions WMS ou OMS qui sont prises en compte, entre guillemets, par ces gros systèmes mécanisés. D'accord. Et donc, en termes d'orientation. Je vais terminer sur l'histoire de l'IA générative. Il faut savoir que quand vous êtes dans des grands groupes d'intralogistique, qui sont des sociétés d'ampleur mondiale, qui parlent de langues différentes, ce genre de choses, on peut très bien avoir des IA conversationnelles ou génératives qui permettent d'avoir des dialogues entre des gens locaux qui parlent une langue particulière avec des outliners qui peuvent être à l'étranger. Et donc, ils viennent des ponts et des interfaces par rapport à ça. Donc, en fin de compte, le cadre est extrêmement important. C'est-à-dire que, pour terminer pour rebondir à ce qu'avait dit Cyril tout à l'heure, l'IA générative n'est qu'une branche, entre guillemets, des IA, et dans le métier de l'automatisation, par exemple, la reconnaissance caméra est utilisée dans la robotisation depuis beaucoup plus longtemps, et c'est déjà quelque chose qui fait partie de l'intégration de l'intelligence artificielle, et qui est utilisé par les gens qui fabriquent et qui équipent les entrepôts en équipement intralogistique. Merci. Alexis, alors, autant on comprend les applications de l'IA générative dans différents domaines de l'informatique, vous représentez donc la partie innovation d'un prestataire logistique bien connu, ID Logistique. Comment vous appréhendez cette IA générative? Est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà en place? Est-ce que ça correspond à des développements que vous allez... Alors, ça déjà, pour resituer, nous, on n'est pas éditeur logiciel. Nous, on est opérateur logistique. Et donc, le gros de la question, c'est quels sont tous ces sujets d'IA au-delà du marketing et de tout ce qu'on entend à droite à gauche, comment faire le lien avec nos vrais problèmes opérationnels. Et pour ça, c'est important de mettre en place un programme qui est spécifique et dédié. Et comment nous, on a fait ça chez ID Logistics? On a mis en place un programme qui s'appelle AI for ID, où on a demandé à tous nos GMs dans nos 18 pays d'identifier un persona bien spécifique, donc la plupart du temps des directeurs d'entrepôt ou les ingénieurs logistiques spécialisés, qui ont de toute façon une appétence pour le sujet IA au sens large et qui vont s'y intéresser quoi qu'il arrive en fait. Et on structure un programme autour de ça pour les acculturer au sujet en IA générative, et comme ça a été expliqué, il y a bien d'autres domaines. On a choisi 3 domaines, c'est-à-dire le machine learning, les optimiseurs, et également tout ce qui tourne autour de computer vision, dont parlait Yann il y a un instant, et enfin la partie GenAI. Et sur chacun de ces domaines, on a identifié 10 cas d'usage qui nous paraissent les plus pertinents pour chacune de ces 3 technologies. On en a évoqué certains pour la partie GenAI. Nous, ce qu'on voit, alors sans ordre particulier, nos opérationnels nous disent « mais moi je ne comprends rien à mon dashboard, pourquoi est-ce que j'ai un pic d'activité hier, qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux améliorer mes opérations le lendemain ?» en langage naturel. On voit aussi beaucoup d'usages. Il pose la question à son WMS. La plupart du temps, c'est les dashboards. Alors, c'est les sujets sur lesquels qu'on a identifié et on a des niveaux de progrès qui sont, on va dire, disparates. Je préfère parler des sujets sur lesquels on a décidé d'avancer. Je ne peux pas trop m'exposer sur où est-ce qu'on en est sur chacun d'entre eux. Mais en tout cas, c'est ceux sur lesquels on souhaite avancer. En tout cas, c'en est un. On a par exemple tout ce qui tourne autour du support client. Il y a vraiment quelque chose à faire dans la compréhension des demandes clients, leur catégorisation, comment y répondre rapidement, comment interroger les systèmes via des systèmes agentiques pour aller chercher les informations dans les systèmes de transport, les réservations, la communication avec différents prestataires. Ça peut aussi être utile pour l'analyse des fournisseurs, de leurs contrats, comment piloter une négociation. On le voit aussi, par exemple, pour la complétion et la structuration des données. Quand on reçoit des données qui sont, on va dire,
imparfaite. Je sais pas, un fournisseur qui nous envoie, enfin un client qui nous envoie par exemple, voilà, je vais démarrer mon bazar, j'ai 4000 articles, il faut qu'ils soient mis en stock demain, et on a 0 métadata de taille, de poids, de tout ça, on a juste une pauvre description de 20 caractères, et il faut essayer d'imaginer la meilleure manière d'implanter ces références. Et l'IAGEN peut nous aider à identifier ces failles et imaginer quelles sont les données qui sont statistiquement les plus pertinentes et qui sont manquantes, ou identifier des outliers dans de la donnée existante. On le voit aussi pour tout ce qui est, ça a été mentionné, traduction multilingue sur le terrain, où nous aux États-Unis, par exemple, on a tous nos managers qui sont anglophones, mais une bonne partie des opérationnels qui sont finalement hispanophones, et ils ont du mal à se comprendre. On a les mêmes phénomènes en Europe de l'Est. Et ça, ces outils-là, concrètement, sont vraiment utiles pour que les gens se comprennent, et l'IAGEN joue un rôle clé là-dedans. On le voit aussi, par exemple, et ça avait été évoqué, sur de l'assistance à documentation interne, et je pense notamment à des systèmes robotisés, où c'est très difficile d'être expert de ces domaines-là, surtout quand les systèmes sont spécifiques à un site. Ils ont été taillés et conçus pour ça, et on a vu que des solutions d'IA générative pour accompagner les experts sites. J'ai un directeur de site qui me dit « Je connais mon site sur le bout des doigts et mon système mécanisé. J'ai appris des choses grâce à ce qu'on a mis en place, parce qu'il est impossible pour un humain de connaître parfaitement sur le bout des doigts de la documentation technique spécifique qui fait plus de 2000 pages. C'est là où l'IA peut vraiment apporter quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, le feedback qu'on a, c'est « Je ne veux plus opérer un site avec un système de mécanisation complète sans ce genre d'outils ». Mais justement, ça, c'est des cas d'usage que vous avez listés pour l'avenir, Oui. ou c'est déjà opérationnel? Alors, pour certains, ils sont déjà en cours de fonctionnement, ça dépend des pays. En fait, on a un programme où on les a identifiés, on a identifié le ROI, on les a triés. Certains ont des ROI plus ou moins intéressants, ont un niveau de risque bénéfice, coût qui ne sont pas les mêmes. On est en train justement de valider les meilleurs cas avec ces à peu près 15 équipes dans les pays où on opère. Et les projets vont démarrer là-dessus. Et on a d'autres sujets qui sont, on va dire, hors opération, où on exploite certaines plateformes d'IA générative pour tester et surtout donner quelque chose aux gens qui ont envie d'avancer et leur donner un environnement qui soit conforme et qui respecte les données d'idées logistiques et de ses clients. Vous avez le sentiment que ça vous donne un avantage concurrentiel par rapport à certains concurrents qui ne sont pas aussi en avance que vous, ou tout le monde travaille sur ces sujets-là? Enfin, comment vous positionnez Alors moi, j'ai du mal à me prononcer sur l'avenir. Oui. J'aime parler du présent. Et j'ai aussi du mal à dire ce que font mes concurrents, parce qu'au fond, j'en sais rien. Donc soyons un tout petit peu humbles là-dessus. Et ce que je dirais aussi, c'est que c'est une technologie qui amène, je dirais, beaucoup d'humilité. Et moi, j'ai dû désapprendre des choses que je considérais comme acquis, sachant que je travaille dans la tech, enfin je suis dans la tech depuis que je suis gosse en fait. J'ai jamais vraiment arrêté. Et des choses qu'on a vues avec l'IA générative étaient de la science-fiction il y a quelques années. Donc ça nous amène à vraiment, je pense, beaucoup d'humilité entre ce qu'on croit savoir et ce qu'il y a sur le terrain. Je vais poser ma question un petit peu différemment. Je sais que vous travaillez avec Manhattan, notamment sur certains dossiers. Aux États-Unis notamment. Aux États-Unis, oui. Est-ce que le fait d'avoir justement travaillé avec un éditeur qui a intégré dans ses outils l'IA générative est quelque chose qui peut vous inciter finalement à le choisir lui plutôt qu'un autre? Tout à fait. Après, honnêtement, sur le choix du WMS, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. On regarde ce que font tous les éditeurs, dont Manhattan. Ça peut être un critère de choix. Moi, je dirais, il faut se mettre à la place de l'utilisateur, en fait. C'est vraiment tous ces changements-là sont difficiles pour nous, pour tous ceux qui nous entourent. Et il faut vraiment rester simple, pragmatique. Qu'est-ce qui aide la personne dans son quotidien maintenant ? Et il y a vraiment un énorme grand écart entre les promesses marketing et ce qui se produit effectivement sur le terrain. On verra de l'IAGEN arriver de partout, dans les produits des différents éditeurs, via des plateformes dédiées, que ça nous plaise ou non, elle est déjà là en fait. Donc je dirais... oui, ça intervient dans notre matrice de choix décisionnel, mais ce n'est pas le seul choix. Selon vous, qu'est-ce que l'IA générative va changer dans le fonctionnement des entreprises, notamment dans le supply chain? Moi, je trouve qu'il y a un élément qui est très important et très différent sur l'IA générative par rapport... On a pas mal parlé de toute la taxonomie des différents types d'IA qui existent. Sur l'IA générative, quelque chose qui, pour moi, est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle les utilisateurs l'adoptent. Cette acculturation dont tu parlais, elle me semble très rapide, presque inédite, en fait, pour l'adoption d'une technologie.
que ce soit dans des solutions grand public du quotidien, avec finalement des opérateurs qui se retrouvent avec leurs enfants qui essayent de faire leurs devoirs avec ChatGPT, etc. Et finalement, se retrouvent très à l'aise avec l'idée d'aller interroger une machine sur des bases de connaissances. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Et je pense qu'en fait, c'est un peu la suite intellectuelle du moteur de recherche et qui va très vite dérouler vers des connaissances spécialisées, des bases de référentiels spécialisées, de la donnée spécialisée. Cette capacité d'avoir adopté aussi vite ce mode de fonctionnement, parce que c'est un paradigme un peu particulier de parler avec une machine, cette acceptation, pour moi, est un vrai facteur d'accélération qui génère un développement rapide de cas d'usage. Un des exemples qu'on applique côté Manhattan Associates sur nos solutions d'order management, d'e-commerce, c'est le chatbot de call center, en fait, de support après-vente, et qui a été mis en œuvre. C'est très réel, parce que c'est des choses qui existent depuis l'année dernière déjà, en production, plusieurs clients qui l'utilisent déjà, et avec des taux de déflexion en fait, de clients qui n'ont pas besoin de parler à un humain qui dépassent les 50-60%. Donc en fait, on va se retrouver à avoir des utilisations qui deviennent vraiment très quotidiennes, très normalisées, d'un bout à l'autre de la supply chain, à partir du moment, pour l'IA générative en tout cas, à partir du moment où il y a un élément humain qui soit se pose des questions, a besoin d'avoir accès à de la connaissance ou a besoin de lancer des actions complexes de façon simple. Et on va vraiment retrouver, je trouve, c'est vraiment quelque chose de frappant, la vitesse à laquelle ça se développe. Et c'est pour ça que dans nos systèmes, entre l'IA générative qu'on a mis en production l'année dernière, l'IA agentique qui a été annoncée là hier et qui sera à l'automne dans tous nos systèmes pour l'ensemble de nos clients, et ben ça va très vite. Erwan ? Oui, pour rebondir sur la démocratisation et la rapidité avec laquelle cet outil devient un usage au quotidien, je vais sortir de la supply, mais vous avez tous dû entendre parler de cette étude où ils ont fait sur 1 million de patients l'exemple du suivi avec des médecins versus l'exemple via l'intelligence artificielle. Et le résultat est juste bluffant. Il y a 87% de ce million de patients qui a préféré être suivi par l'intelligence artificielle versus les médecins. Et donc, en fait, je pense tout est dit. C'est-à-dire que ces outils-là, si vous ne les utilisez pas dans vos entreprises, vous perdrez en compétitivité, vous perdrez en part de marché. Et donc, finalement, toute entreprise qui n'innove pas est vouée à mourir. Le handicap sera de plus en plus difficile à rattraper. Exactement. Ça, c'est vrai. Je voyais deux choses. Je suis tout à fait d'accord sur la partie vitesse. Ce qui est inédit, c'est le côté dialogue. En fait, c'est vraiment beaucoup plus facile d'accès par rapport à des clics, par rapport à des écrans où ça peut être un peu rebootant. Là, je parle naturellement et la machine me comprend. Alors, avec beaucoup de guillemets, puisque la machine ne me comprend pas, c'est juste une suite de tokens statistiques, mais c'est en tout cas la perception qu'on en a. Et l'autre élément, je dirais, c'est la vitesse, au sens vitesse de développement des modèles et vitesse pour tester de l'idée à l'impact. Des projets IA conventionnels, 3 mois de collection de données de préparation, 3 mois d'entraînement, 3 mois d'affinage. Sur certains sujets en Gen AI, 2 heures. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment nouveau et c'est vraiment choquant. Cyril et après Yann. Alors c'est vrai que sur la vitesse d'adoption, là, on a tous constaté, c'est une histoire de mois. Alors je veux juste partager un élément, c'est la différence d'usage par rapport aux générations. Raphaël, tu le disais sur le côté Google, et en fait, il y a un peu la génération plus ancienne qui voit ça comme un nouveau Google. Il y a une génération intermédiaire qui voit ça finalement comme un nouveau système d'exploitation avec des interactions, des intégrations. Et puis la génération la plus récente, celle de nos enfants, qui voit ça comme un assistant pour gérer leur vie, quoi. Le vrai défi, en réalité, c'est de bien accompagner sur l'ensemble des biais associés. Parce que vu que ça répond en langage naturel, vu que ça donne l'illusion de comprendre, vu que ça donne l'illusion de donner la réalité, et c'est là qu'est le piège, c'est que ce n'est pas le cas. Donc il faut vraiment éduquer nos enfants, les gens, les populations, de bien comprendre comment ça fonctionne, sur quelles données c'est basé, quelle est vraiment la source de ces informations, et de faire cette part des choses entre parce que ça a l'air de la vérité, ça a l'air d'être intelligent, que ça l'est, quoi. Et il y a quand même beaucoup encore d'hallucinations. Ça génère, enfin, c'est un avis très, très personnel, effectivement, c'est que ça permet en tout cas dans le métier de l'automatisation, ça permet d'intégrer des gens qui n'ont pas des niveaux de formation extrêmement élevés parce qu'il y a du conversationnel et donc on peut accompagner beaucoup plus facilement. Fonction d'assistance. Par contre, ça exige, entre guillemets, de ceux qui vont prendre des décisions, d'avoir un niveau d'expertise plus important. Parce que il faudrait qu'ils arrivent à distinguer du vrai du faux aussi.
et d'avoir un regard suffisamment critique par rapport au scénario, parce qu'on utilise beaucoup les IA génératives, en tout cas de notre côté, sur la partie simulation, donc cette variation d'activité, ce genre de choses. Et à un moment donné, il y a un choix décisionnel qui consiste à dire « je vais choisir ça ». Parce que ça semble être le plus pertinent. Et donc ça veut dire qu'il faut être vraiment capable de démêler du vrai du faux. En tout cas, d'avoir un regard critique par rapport à ce qui est donné. Et là, il y a effectivement un phénomène d'exigence. C'est-à-dire que si vous avez pris l'habitude d'être assisté par une intelligence artificielle générative, très bien, elle va vous donner des réponses qui peuvent être intelligentes, mais est-ce que ça sera la plus pertinente et la plus intelligente ? Et c'est la vraie question. Alors, oui, ça vous permet d'intégrer à nouveau, je parle notamment sur les interventions de gestion de documentation, de process, de maintenance, ce genre de choses. Ça vous permet d'avoir un accompagnement, en tout cas, du technicien. Donc, si le technicien n'a pas d'expérience par rapport à ça, c'est un vrai support qu'il lui a apporté. Par contre, il va découvrir au fur et à mesure ce qu'il fait, en réalité. Et donc, sa productivité, son niveau d'excellence sera quand même... En tout cas, sa productivité sera moins importante que quelqu'un qui a déjà fait et qui est sachant. Magali. Alors, nous, ce qu'on remarque, c'est que SAP, en fait, alors je ne vais pas dire que ça a été contraint, mais c'est, je dirais, le naturel qui a dû être mis dans la partie métier. Ce qu'on a tous utilisé dans notre vie quotidienne depuis des années, c'est quel temps il fait dehors, dis-moi, tiens, allume la télé, enfin voilà. Et dans des gros logiciels comme SAP, c'était quand même demandé, parce que c'est dans l'air du temps et on doit effectivement amener toute cette innovation technologique. Après, il y a quand même des avantages, parce que quand on est sur des populations complètement disparates, lorsqu'on met en place ce type de logiciel, effectivement, là, on n'a pas du tout le même langage. Et même nous, on le voit dans les ateliers, quand on va parler avec, que ce soit des dirigeants, des gens qui sont dans les ateliers, même on veut exprimer une chose, personne ne comprend la même chose. On n'arrive pas forcément à se comprendre, donc on va ramener en fait le débat sur l'essentiel. Donc ça, c'est important. Par contre, je te rejoins Yann, il faut vraiment mettre des garde-fous, ne pas prendre pour argent comptant ce qui sort. Donc l'entraînement, la vérification. Je dis toujours, au niveau de la donnée, bien être sûr de la donnée que l'on a. Parce que bon, il y a quand même un adage qui dit garbage in, garbage out. Donc si c'est pas bon au départ, ça sera pas bon à l'arrivée. Et on l'oublie vraiment. Donc toute cette notion de données, c'est vraiment l'enjeu, je dirais, des prochaines années. Cette notion de vérification, on a tous en tête les hallucinations générées avec les 6 doigts, les choses. On le voit. Donc ça, c'est visuel, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on sort à partir d'un prompt, un résultat, on n'a pas du tout le réflexe, surtout quand ça vient d'un système avec lequel on a l'habitude de travailler, d'aller vérifier l'information. Donc, quand c'est possible, et la plupart du temps, ça ne l'est pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très, très important de ne pas mettre ça au tout début, voilà, de faire un peu des bêta-testeurs dans l'entreprise, de bien être sûr de ce que l'on attend, et de toujours avoir quelqu'un qui va avoir un œil extérieur et qui va pouvoir dire oui, effectivement, là c'est bon, c'est pas bon, attention. Donc je pense que la tendance, ça va être d'avoir des choses toutes faites. De toute façon, c'est ce qui va se passer, d'avoir du report tout prêt quand on partira en comité de direction, quand on sera obligé de prendre des décisions très rapidement. On va avoir tout ce qui est voicebot. Voilà, donc ça aussi, ça va arriver. SAP le prévoit pour cette année. Il va y avoir vraiment des grosses avancées technologiques, mais il ne faut pas non plus qu'on perde l'humain de vue, parce que malheureusement, les nouvelles générations ont de plus en plus tendance à ne plus se parler. Bon, en tout cas, on les voit tous sur le téléphone. On avait encore ce monde de l'entreprise qui était préservé. Donc il faut aussi qu'on fasse attention de garder ce sentiment humain au sein de l'entreprise. Et avec l'IA, ce n'est pas forcément la grosse tendance. Donc, gardons ça en tête. Est-ce que l'IA générative est de nature, et je te donne la parole, Erwan, à rapprocher les équipes IT des équipes métiers au sein des entreprises? Est-ce qu'il y a une meilleure compréhension, le fait que le dialogue se fasse de façon plus facile? Ça, c'est une grande question. On a toujours du mal. C'est la question piège. Alors, juste c'est la question piège. Pour rebondir sur un exemple super concret qu'on a fait dans un secteur très particulier qui est l'agroalimentaire, qui était soumis à de très fortes saisonnalités, le client voulait étudier en fonction de la météo
les futurs articles qu'il allait vendre, par exemple, sur le mois de juin. Et en fait, la source de données, garbage in, garbage out, vous avez différentes météos disponibles. Donc, arrivé en COMEX, quelle météo on prend? Météo France, weather.com, celle d'Apple. Enfin voilà, donc ça, c'était un exemple super typique où nous, on a apporté une prise de décision beaucoup plus rapide, c'est-à-dire aller regarder les historiques sur les 5 dernières années de la météo, tout ça, ça s'est fait, comme on disait, en moins de 2 minutes. Les outils ont fait les calculs. Par contre, quel scénario vous retenez? Donc malgré ça, il nous faut toujours le sachant. Et donc dans la fin de cette histoire, bon, ils ont appelé Météo France pour savoir quelle était la fiabilité de leurs prévisions et ils ont retenu celle de Météo France. Vous voyez, ces outils-là qui font gagner en rapidité d'exécution et en prise de décision, il y a toujours un moment où il y a une variable externe qu'il faut aller vérifier par rapport à cette notion de sachant, etc. etc. Ça permet d'initier quelque chose, en réalité, Voilà. une donnée. Ça permet d'initier une donnée, donc ça permet d'aller plus vite à l'essentiel, entre guillemets, mais la prise de décision sur l'essentiel doit être effectuée par... Mais l'étape de demain, c'est pas ça justement? L'IA va pas faire un arbitrage entre différentes sources de soyons données? clairs, on parle de Nero, on parle d'IA lourde et on parle de fantasmatique sur quelque chose. À un moment donné, on va y arriver. Mécaniquement, on va arriver sur quelque chose qui va être vraiment extrêmement performant. Il faut être assez clair là-dessus. On voit aujourd'hui, on a à peu près 1 an de recul maintenant sur l'IA générative dans nos solutions, c'est-à-dire disponible pour l'utilisateur au quotidien et utilisé en production depuis 1 an. Et la qualité de l'information s'est améliorée dans le temps rapidement, très rapidement. Et je pense que c'est aussi lié à ce qu'on lui donne comme périmètre, en fait, en termes de documentation, en termes de données. Et en fait, c'est sûr qu'on va retrouver plus d'hallucinations sur une base de connaissances qui est Internet qu'on va retrouver sur une base de connaissances qui est un petit peu plus restreinte, bien que riche, mais sur la documentation de produits, des procédures opérationnelles. On réduit un petit peu le champ des capacités et donc on spécialise un petit peu l'IA générative. Et nous, c'est ce qu'on a vécu au sein de notre base client, c'est une accélération de l'adoption de ces outils parce que la pertinence des réponses allait en s'améliorant, rapidement en s'améliorant et apprend, puisque je pense que ce sera le cas de beaucoup d'acteurs éditeurs sur ces sujets-là. C'est très facile aussi d'influencer les réponses de l'IA générative en mettant la simple fonctionnalité de dire ça ne correspondait pas à ma question, ça correspond bien à ma question, ça a bien répondu à ma question, ça a mal répondu à ma question. Et en fait, cette petite boucle que l'utilisateur enrichit avec 1 ou 2 secondes de son temps permet de très vite influencer les réponses suivantes, parce qu'en fait, quand on va s'adresser aux utilisateurs, on a des cas d'usage qui finalement sont assez répétitifs, assez classiques, assez standardisés. Et donc pour cela, les réponses sont vraiment très performantes maintenant, très performantes. C'est la fiabilité de l'information qui fait la puissance de l'IA. Donc, en tout cas dans mon métier, comme il y a un système mécanisé automatisé, l'information, elle est de première fraîcheur, elle est de première validité. Et donc, effectivement, la machine, avec le deep learning, s'apprend de plus en plus. Il y a des cas d'espèce qui arrivent derrière. Et donc, à un moment donné, elle devient de plus en plus performante. La vraie problématique que nous, on observe, en tout cas sur cette partie-là, c'est quand même l'historisation de la donnée. Parce qu'à un moment donné, la donnée, ça coûte cher. Je crois que Magali l'a évoqué très bien là-dessus. Et donc, il y a l'intérêt est évident. Mais est-ce qu'il y a un vrai retour sur investissement par rapport à ça? Parce que si on veut garder des années de données sur lesquelles on va avoir un modèle de plus en plus performant et qui soit capable de donner des réponses de plus en plus performantes, parce que les demandes sont généralement toujours les mêmes, on a quelque chose qui va évoluer et qui va être de plus en plus performant. Mais quid de la donnée sur laquelle va être basée l'intelligence Philippe, pour ne pas éluder la question quand même, qui était le rapprochement entre l'IT et le business. Je pense que c'est important d'y revenir parce que effectivement, toute nouvelle solution qui permet de répondre plus rapidement aux enjeux des métiers, de mieux comprendre leurs besoins et leur apporter des solutions plus fiables est forcément une bonne chose. Néanmoins, et je comparais avec les plateformes de low-code, à l'arrivée du plateforme de low-code, les business ont cru qu'il n'y avait plus besoin de développeurs et que tout le monde pouvait faire du code. L'IA générative, c'est un petit peu ça aussi. C'est que vu que maintenant on fait un prompt et on a l'impression qu'on peut faire une application et qu'on peut faire quelque chose de complexe sans être expert, ça donne un peu cette illusion-là. Et du coup, on peut croire que c'est simple de faire cette partie-là. Alors qu'en fait, non. On peut faire des choses qui soient dans les entreprises, dans les grands comptes, qui soient structurées, sécurisées, maintenables, où on peut avoir des preuves, etc. C'est pas si simple que ça. Donc, il y a un avantage de rapprochement entre l'IT et le business parce qu'on arrive à apporter de nouvelles solutions. Par contre, attention là encore
à bien mesurer que c'est pas si simple. Et c'est pas parce qu'on tape 3 lignes dans ChatGPT qui sait nous faire un script ou une application pour faire un site web qu'on va savoir faire des applications complexes pour répondre aux enjeux du métier. Alors, je me tourne vers Jérôme. Bonjour Jérôme, parce que je crois que nous avons beaucoup de questions en régie. Alors, bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe. Effectivement, des questions, mais qui peuvent nous amener à revenir sur différents points que vous avez évoqués. Une première, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous préciser les différences ou les gains liés au remplacement des chatbots classiques par l'IA générative? Qui souhaite répondre? Je dirais peut-être juste sur l'exemple tout à l'heure sur le service après-vente. On a plus que triplé l'efficacité de la déflexion de demandes après-vente via l'utilisation d'IA générative. Parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont fondamentaux. D'abord, bien mieux comprendre la question et ensuite être capable de formuler des réponses extrêmement précises pour une diversité de scénarios qui va vraiment augmenter dans le temps. En fait, on a commencé avec des questions qui étaient toutes simples, de où en est ma commande, combien m'a coûté ma commande, qu'est-ce que je pourrais la retourner en magasin, et finalement des choses qui étaient de l'ordre de la FAQ, en fait, de la question simple, et de la FAQ appliquée à une demande dynamique, mais finalement assez chirurgicalement dirigée. C'est vraiment telle question, elle est simple, c'est une demande, une requête derrière vers un module, à quelque chose de beaucoup plus ouvert qui peut demander de l'interaction entre plusieurs modules. Combien m'ont coûté mes frais de port? Est-ce que je pourrais appliquer mon coupon de réduction à un achat futur? Et là, ça demande quand même d'aller retrouver lequel il est, le montant, quelles sont les campagnes promotionnelles en cours, etc. Et donc, on a vraiment drastiquement amélioré la performance en termes de déflexion, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de faire appel à un réel être humain au bout du fil. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on a vu dès fin d'année dernière dans nos solutions et qui est déjà visible en termes d'amélioration. De toute façon, la chatbot, c'est du conversationnel. C'est pas une IA générative. C'est-à-dire que théoriquement, d'ailleurs, maintenant, on fait les deux. Enfin, c'est obligatoire, c'est quasiment obligatoire d'avoir un conversationnel avec une IA générative. Ça va être difficile d'avoir un chatbot sans GenAI parce qu'en fait, les attentes des gens vont changer radicalement. Et j'appelle, si vous voulez faire ci, tapez 1, tapez 2, ça rend fou, quoi. Là, franchement. Donc, les attentes des clients, il faut s'aligner sur ce que leur expérience qu'ils vont avoir sur des outils existants. Donc, je pense que la vraie bonne réponse, elle est plutôt quel est le ROI de la transformation. Parce que je pense que il faut revenir à ces basiques là. Jérôme? Une autre question. Comme l'IA se base sur des données passées, comment pensez-vous que l'IA peut aider sur des situations inédites, par exemple le Covid, que ce soit à chaud en termes de gestion de crise ou en anticipation avec l'analyse des risques? Oui. Est-ce qu'on peut prévoir l'imprévisible? Est-ce que l'IA peut prévoir l'imprévisible? Les Black Swan. On aimerait. Voilà. Je pense que non. Pas encore, néanmoins, Mais ça avec viendra. la donnée disponible, c'est-à-dire Ouais. vous êtes le 15 mars, toutes les écoles, toutes les entreprises de France et de Navarre ont été fermées. Là, vous pouvez la mettre en situation pour lui dire propose-moi un plan d'action, chose qui vous aurait pris une journée avec tous les top managers de l'entreprise, avec différents scénarios à faire. Elle, en 2 minutes, avec un bon prompt, elle va vous sortir tous les scénarios possibles et imaginables, avec les avantages et les inconvénients en termes financiers, en termes RH. Voilà, donc elle va vous donner une étude de possibilités beaucoup plus large et de manière beaucoup plus rapide pour, encore une fois, ce que disait Yann, prendre la bonne décision. Et là, on revient aux sachants qui sont effectivement autour de la table et qui vont s'adapter par rapport à ce Black Swan que malheureusement, aucun système d'information n'est encore capable de prédire aujourd'hui. Ça améliore la prise de décision, ça donne l'information très rapidement. Par contre, prévoir, non. C'est pas possible. Une situation inédite, par définition, est imprévisible. Donc, à part entraîner et aller dans plus d'intelligence dans tous ces moteurs, peut-être qu'à un moment, on y arrivera. Maintenant, on peut faire un ensemble de simulations et statistiquement de voir sur l'ensemble des scénarios qu'on a déroulés quels sont les cas et les conséquences. Il y a une société, d'ailleurs sur la supply chain, Cosmotech, qui a ce leitmotiv de prévoir l'imprévisible et qui fait des choses très intéressantes justement en faisant l'ensemble de ces simulations possibles et de dire, je sais pas, j'ai l'ensemble des mes flux logistiques, qu'est-ce qui se passe si ce chemin il est cassé, celui-ci, et de pouvoir faire toutes les conséquences en fonction. Donc ça reste des stats, mais néanmoins, on peut faire des simulations avancées, un peu comme c'est indiqué précédemment. D'application en intralogistique, cette partie-là, justement, c'est de gérer en fin de compte des stratégies qui, en tenant compte d'une variation des paramétrages qui sont faits sur un bon prompt.
derrière. Et c'est effectivement la vitesse à laquelle va sortir le modèle qui fait tout l'intérêt de l'intelligence artificielle générative. C'est toujours ouvert, c'est souvent pertinent, les gens sont autonomes, mais par contre, on va avoir que des réponses qui sont statistiquement pertinentes. Et ça reste à la personne de faire son choix. Prévoir les Black Swans, c'est pas possible. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça peut vous mettre tout de suite en condition de prendre les bonnes décisions dans une situation de temps compressé, où ce sera peut-être pas le meilleur choix, mais en tout cas, ça vous amène à un choix qui est probablement meilleur que celui que vous auriez peut-être pris seul dans une situation de panique ou de crise. Ça peut-être. Mais ce qu'on voit aussi, c'est l'utilisation de techniques d'analyse de langage pour détecter des signaux faibles, par exemple dans les réseaux sociaux. Ah bah tiens, il y a tel fournisseur, il y a eu un problème à Jakarta, bah du coup c'est sûr que je vais tomber en rate de pièces, machin, il faut que je prévoie maintenant. Ce qui était beaucoup plus difficile à mettre en œuvre dans le passé, maintenant c'est techniquement accessible. On voit des produits sur le marché pour ça. Mais ça n'est pas de la détection de Black Swan, juste une forme de réactivité. Très bon exemple aussi sur les réseaux sociaux. Donc nous, on fait ce qu'on appelle du demand sensing, où on vient interroger ces réseaux sociaux-là, et on a un client, il s'avère qu'il a une influenceuse qui a posté quelque chose et qui a fait un buzz phénoménal, et qui s'est retrouvé, mais ouais, je crois que c'est 2000% de ventes en plus en l'espace de 3 semaines. Et donc là, notre outil a permis justement qu'ils sachent que, attention, ce jour-là, on a entendu ce fameux bruit, et donc ils ont pu anticiper beaucoup plus rapidement, mais ils ne l'avaient pas vu venir. Il a fallu qu'on ait l'information pour que derrière, ils puissent adapter leur plan d'action, les plans de production et tout ce qui va avec cet événement externe qui a été mis à disposition par le biais de l'intelligence artificielle. En fait, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que les acteurs qui ne s'équipent pas de l'infrastructure et des outils qui leur permettent de réagir en temps vite, en fait, ils vont être largués. Et ça va être de plus en plus difficile à rattraper le retard, voire impossible. Ça ne veut pas dire que ça doit justifier n'importe quel investissement. Il faut avancer de manière structurée et programmatique avec une manière de le faire déterminée et dédiée. Mais il faut vraiment s'y intéresser au-delà du buzz et du marketing. On est dans une évolution comme les boursicoteurs à une certaine époque. Vous savez, il y a des les signaux faibles. Toutes les grandes banques financières utilisent des algorithmes et des assurances pour faire du prédictif. Il n'y a plus sur le marché de gens qui ne font pas ce genre de choses. C'est pas compliqué. Donc sur quelque chose qui va de plus en plus vite, avec des systèmes de plus en plus complexes. Jérôme ? Oui, effectivement. Une nouvelle question dans le prolongement de la précédente. Concernant les erreurs de data historiques que l'IA permet de détecter, conseillez-vous d'avoir 2 jeux de données, brutes et corrigées, ou de laisser l'IA corriger les données elle-même ? Bon. On a combien de temps là ? Allez, vas-y. Ouais, non, mais très bon exemple. Donc, nous, CData, on fait des prévisions statistiques mathématiques. Donc, ça, on a les 2 possibilités. L'utilisateur peut faire appel à Lumi, donc notre assistant digital, pour qu'il propose une correction de la data. Mais à l'ancienne époque, manuellement, il a toujours la possibilité, lui, d'aller arbitrer parce qu'il y avait eu une promotion à telle période, parce que la météo au mois de juin était à moins 10 degrés et qu'aucun humain n'avait pu prévoir ça. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, dans notre plateforme, les 2 solutions sont encore possibles. Et laquelle marche le mieux ? À votre avis ? Forcément, Lumi prend le dessus sur l'humain. Mais ça n'empêche pas, encore une fois, de prendre la décision finale. Exactement, statistique. Peut-être qu'elle va donner 80% de la bonne réponse et qu'il y a un dernier arbitrage qui est fait sur les 20% restants, la fameuse loi de Pareto. Magali ? Alors, dans SAP, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas avoir 2 jeux de données. Donc, en fait, on va devoir vivre avec la donnée que l'on a. Donc, si elle n'est pas belle, on fera avec. Et on a surtout aussi des changements de processus qui peuvent induire aussi des données qui sont enrichies, qui n'ont pas les mêmes informations. Donc il y a un vrai enjeu, en fait, au niveau de l'accès à quelles données. Le temps, donc la donnée, ça coûte. Donc on a des bases installées de certains de nos clients il y a 10, 15 ans. Donc est-ce que ça vaut le coup de garder 10 à 15 ans ? Est-ce qu'on va se baser sur 2 ans, 3 ans ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Donc il y a une vraie réflexion en fait sur quelles données je vais utiliser et comment je vais l'utiliser. Mais en tout cas, dans SAP, on ne peut pas avoir plusieurs données. Ça peut se faire sur une base externe, mais bon, c'est démultiplier le coût pour pas grand-chose. Voilà. La qualité de la donnée, ça reste quand même l'élément essentiel. Le nerf de la guerre. Exactement. Voilà. Sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et sans l'oubli, vraiment. C'est aussi, on revient à ce que vous disiez un peu plus tôt, il y a besoin d'une impulsion top-down sur le choix du modèle, mais c'est aussi sur le choix délibéré
d'accompagner un programme de, on va dire, structuration et nettoyage de sa donnée historique. Ça sert à rien d'avoir un data lake où on dump tout un tas de données, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ni à quoi ça sert, ni rien. Il faut avoir un programme délibéré là-dedans et équilibrer les quick wins et les choses qui sont plus difficiles, plus douloureuses et qui n'ont pas un gain immédiat dans l'espoir de construire dessus dans le futur, quoi. Ça, c'est vraiment très important. Je pense que l'impulsion du top management au plus haut niveau, à mon sens, est essentielle. Et ça veut dire aussi de les acculturer correctement, de leur expliquer ce que ça fait, parce que, comme nous tous, ils sont exposés à beaucoup de biais marketing et de promesses très élevées qui peuvent, dans certains cas, être décevantes, quoi. Les biais, finalement, on en a peu parlé, on a peu l'occasion d'en parler d'ailleurs. Que ce soit si les données sont biaisées, le résultat est biaisé, on l'oublie souvent, mais ça c'est quand même un élément. La qualité de données, on en a parlé. La confidentialité de la donnée, on n'a pas eu l'occasion aussi d'en parler, c'est aussi un point important. Le côté aussi très énergivore de cette technologie. Là, pareil. Environnementale et Oui. sociétale Ah oui, qu'il faut aborder. Et Il y a tous ces aspects-là qu'il faut adresser. C'est que surconsommer pour des choses qu'on peut faire autrement avec un résultat équivalent, il y a quand même aussi une tendance de vouloir faire de l'IA pour dire absolument qu'on fait de l'IA, alors qu'il y a des fois, il y a des alternatives sans IA qui répondent très bien aux besoins. Il faut aussi pas mettre de l'IA partout. mieux. Voir qui peut fonctionner mieux, je te rejoins. Tout à fait, oui. Oui, alors oui, on fait signe qu'il y a encore beaucoup de questions. On va peut-être laisser Erwan rajouter quelque chose et reprendre une une prochaine question. encore après. hors de la supply chain, mais on dit souvent quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Oui. Je dirais que depuis 20 ans, effectivement, toutes ces grandes entreprises, elles nous ont exploités, d'où l'importance de la data, comme l'a dit Magali. Et on s'en est pas rendu compte, mais aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est la clé de la transformation digitale de nos industriels et de la supply au sens large. Merci. Jérôme ? Alors une question, parce qu'il y a effectivement encore beaucoup de questions, mais une question un peu spécifique. Quel est le temps moyen pour implémenter une IA dans le RP ? On va laisser peut-être Je Magali dirais que c'est répondre. un peu du plug and play. Hein. C'est, on prend, on met, on a des systèmes. Donc voilà, on choisit. Le plus compliqué, c'est de choisir en fait quel agent ou quel type de copilote on veut mettre, ou même si on fait de l'IA générative spécifique, parce qu'avec nos clients, on fait du design thinking. Donc là, on va se poser la question. Ensuite, on va l'implémenter. Ça va prendre quelques heures, hein, peut-être quelques jours, si vraiment on est sur de l'IA très spécifique, et puis après, on utilise. Voilà, donc c'est un peu comme les applications sur nos téléphones. En fait, on choisit, on met, et puis on utilise. Voilà. D'accord. À la seule à la seule différence qu'il faut vérifier. En fait, là, il y a peut-être une étape de vérification derrière pour s'assurer que effectivement, ça correspond à ce que l'on veut et ça donne les bons résultats. D'accord. Et peut-être également d'être sur les versions les plus récentes Les versions les plus récentes, pour parce que bénéficier de toutes les fonctionnalités. exactement. Et on oublie aussi que, comme toute technologie, il y a de l'obsolescence. Donc, ce qui était vraiment la dernière nouveauté qui fonctionnait très bien à un instant T, 3 mois après, c'est peut-être dépassé. Donc, il ne faut pas aussi oublier qu'il faut toujours voir, en fait, si ça donne toujours le même résultat, si on a les mêmes besoins, les mêmes attentes. Parce que même les LLM montent de versions. Il y a des versions qui seront peut-être plus pertinentes à un instant T alors que c'est utilisé sur une IA générative. Donc là, c'est aussi la force de l'éditeur de dire on prend les montées de version. Là, on vous assure que quelles que soient les montées de version des LLM, ça passera. Donc, mais c'est vraiment une réflexion à garder en tête et ce n'est pas forcément aujourd'hui ce qui ressort des discussions. Ok. Jérôme ? Une nouvelle question, je vais essayer de les regrouper, j'en ai plusieurs sur le même sujet. L'outil IA génératif dans un ERP ou dans une organisation est étanche au web externe, est-elle étanche au web externe ? Et autrement dit, y a-t-il un sujet de cybersécurité ? Qui souhaite répondre Raphaël, peut-être ? Carrément un sujet. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler des ERP, mais il y a un sujet de cybersécurité qui est évident, mais qui est réel sur tout type de partage de la donnée. En fait, c'est un accès à la donnée, il doit être contrôlé. Donc, je peux parler au mieux de ce qu'on fait côté Manhattan Associates sur nos solutions. Pour la partie IA générative, le parti pris a été de systématiquement faire appel aux outils d'IA générative externe. On a des applications qui sont SaaS, en fait, donc dans le cloud, donc via des outils qui eux-mêmes sont dans le cloud, mais avec une anonymisation, une variabilisation systématique de ce qui représente la donnée, de l'objet qui va contenir la donnée. Donc on va envoyer la requête à un moteur externe sans
donner le nom du client, le numéro de la commande, choses comme ça. Ça, on le garde dans une variable interne à notre système. Et donc, ça nous permet de gérer une anonymisation totale du contexte. L'outil d'IA générative va nous servir uniquement à interpréter la question et à formuler une réponse, mais en gardant des paramètres dynamiques finalement. Après, il y a plein de façons de gérer le sujet, hein. Il se trouve que nous, on est une entreprise qui fonctionne avec des applications SaaS sur des clouds publics, donc forcément, on travaille dans ce modèle-là pour l'ensemble de nos clients. On peut tout à fait ensuite décider d'étanchéiser son écosystème IT avec l'IA générative, parce qu'en fait, aujourd'hui, ces modèles de langage peuvent tourner sur des machines plus petites et des stockages plus faibles, et donc tout à fait être fait localement dans un réseau local, très sécurisé. Je te rejoins, je pense que ça va vraiment être une évolution. C'est qu'on a eu besoin de ces LLM, on a entendu qu'il y avait besoin des capacités de calcul qui étaient démentielles, d'où la nécessité d'avoir plutôt une architecture cloud. L'évolution naturelle, ça va être quand même de faire quelque chose d'un peu plus optimisé, raisonnable, exactement, plus frugal, de faire plus des SLM dédiés et de pouvoir avoir une logique plus locale. Et on a vu d'ailleurs qu'il y a même des initiatives de pouvoir faire tourner une partie sur un téléphone. Donc, pas tout ce qu'on peut faire, mais on va faire une partie. Donc ça va être une évolution, et ce qui va permettre de répondre aux enjeux des industriels qui ont un besoin accru de sécurité et d'avoir quand même cette sécurité dans leur architecture et pas être contrainte sur la partie cloud systématiquement, quoi. La subtilité de l'intelligence artificielle, elle dépend de la puissance de calcul qui est derrière. La subtilité, théoriquement. Bon, après, ça peut être interprétable. Qu'est-ce qu'on appelle la subtilité ou l'intérêt de la subtilité? Il y a effectivement des solutions. En tout cas, moi, je vis dans un métier où il y a beaucoup de serveurs locaux qui sont positionnés. Et donc, forcément, on est sur une intelligence artificielle qui a tendance à être locale. Ensuite, on a des clients qui sont stratégiques. Et quand je dis stratégique, dans la défense, dans l'armée, enfin, dans la pharmaceutique, même dans l'agroalimentaire, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on avale, c'est ce qui est le plus important. Et il y a des règles de cybersécurité où il y a une demande de d'étanchéisation des choses, si vous préférez. Et donc, forcément, on a, en contrepartie de quoi, quand on est sur quelque chose qui est plus étanche, on gère aussi fondamentalement moins de données. Et donc, on a besoin d'une intelligence artificielle qui est fondamentalement, qui a moins besoin d'être subtile, on va dire ça comme ça. Puisqu'en fin de compte, on travaille quand même dans un métier qui est de la logistique. Et comme on est dans un métier qui s'appelle la logistique, on est quand même sur des demandes, en tout cas dans mon métier qui est dans l'entrepôt, qui sont quand même limitées. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de demander quel va être le tiercé de demain à Longchamp. Bon. En tout cas, dans le cadre d'application, si vous préférez. Sur la partie sécurité, je pense que ça a été très bien évoqué. Ça reste un projet informatique conventionnel qui doit donc faire suivre une logique d'analyse cyber et de grille de risque comme n'importe quel autre projet. Un des points qu'il faut voir, parce qu'il y a aussi l'effet inverse où les gens fantasment sur « ah ben non, c'est grave, et on ne peut pas utiliser insert ici telle marque parce que… » Non, je pense qu'il faut analyser les risques comme pour n'importe quel projet informatique et rester pragmatique et humble par rapport à ça, quoi. Et juste pour rebondir, donc SAP, la force de l'IA générative d'SAP, c'est que les règles de sécurité de ces générateurs, en fait, c'est les règles SAP. Donc vous signez un contrat avec SAP, vous avez exactement les mêmes règles de sécurité en utilisant les applis, les agents de l'IA générative. Ok, Jérôme? On bascule maintenant dans la dimension RSE. Quel est l'impact carbone de l'IA pour l'entreprise? Vous avez 13 heures. Ça dépend en fait complètement du modèle qu'on choisit. Ça a été légèrement évoqué, on peut avoir du plus ou moins frugal. En fait, il y a un ratio intelligence-prix qu'il faut considérer en fonction du cas d'usage qu'on regarde. Dans certains cas, il va y avoir besoin de faire appel à une chaîne d'agents autonomes qui vont déclencher plein de calculs potentiellement compliqués et coûteux, et avec des modèles qui en plus sont consommateurs de ressources, d'eau, etc. Donc là, ça va être consommateur. Et puis dans d'autres cas, on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus edge, où on a des modèles légers qui répondent à des questions basiques et simples, où là, ça va être beaucoup plus faible. Donc il faut descendre dans le détail pour y répondre. Et j'encourage tous ceux qui sont embarqués dans ces projets-là de se poser la question dès le début. En fait, quel est le niveau d'intelligence dont j'ai besoin? Je n'ai pas forcément besoin d'allumer le dernier GPT 4.1 pour quelque chose de mondain et qu'un premier Mixture of Expert pourrait répondre sans aucun problème, en fait. Peut-être pour donner une ordre de grandeur, quand on parle de consommation, alors si je prends l'analogie avec une recharge de téléphone,
une traduction d'une phrase, ça prend une seconde d'une charge de téléphone. Une requête ChatGPT, c'est 5 minutes d'équivalent charge. Si je commence à avoir une conversation avec ChatGPT, je vais peut-être être sur 20 minutes. Générer une image, ça va être une charge pleine. Générer une vidéo, c'est 10 charges pleines. Donc ça donne quand même une idée de la consommation que ça représente. Et entraîner un modèle, en réalité, c'est une centrale électrique. Donc on est quand même sur ces ordres de grandeur. Donc effectivement, Donc, il y a un sujet. neutre, quoi. Non, c'est Il y a pas une semaine de neutre. Rhône pour refroidir le Alors, truc. Quoi. ouais. Donc, Après, sur les sujets RSE, on va dire, si c'est fait avec des énergies décarbonées, du coup, l'impact n'est pas le même. Mais il y a un sujet à étudier, et comme vous disiez très bien, Alexis, ça se regarde. Le modèle, le modèle de formation de biologiste, il faut savoir quand même qu'un être humain, ça consomme, le rendement énergétique du biologique est moins important. Enfin, bref, voilà. Oui. Donc bon. Jérôme, encore peut-être une question ou deux? Alors, je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures. Les opérateurs sont en partie remplacés par de la mécanisation, comme on l'a dit, les fonctions support, méthode, planification, IT, développement, formation, documentation, etc. Elles semblent en partie pouvoir être remplacées par l'IA générative. Quel est l'avenir, selon vous, du marché de l'emploi dans la supply chain? Merci. Alors, vaste question. Hein, Ouais, on pourrait citer Schumpeter, destruction créatrice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme avec l'arrivée des robots, on ne savait pas qu'il faudrait des ingénieurs pour les programmer, etc., etc. Je pense que demain, il faudra des sachants qui iront vérifier les résultats proposés par l'intelligence artificielle générative. Ben voilà, on n'a pas encore la vision. Ce qui sera détruit sera recréé dans d'autres typologies d'emplois qui serviront tout ce qu'on vient d'évoquer, limiter les consommations, apporter la bonne information, fiable, etc., etc. Pour l'instant, sur nos solutions, avec le recul qu'on a, on voit plutôt une amélioration de la qualité plutôt qu'une amélioration de productivité telle, je parle plutôt sur l'entrepôt, qui nécessiterait derrière de revoir les effectifs. En fait, c'est vraiment des enjeux d'aller chercher de la qualité, des niveaux de services complémentaires, aussi pour les employés, pour les collaborateurs, qui, eux, cherchent aussi un environnement de travail où ils peuvent avoir plus d'autonomie, plus de réponses simplement. Tout à l'heure, Yann le mentionnait, avec divers niveaux de formation, divers niveaux éducatifs, d'être capable d'arriver à rapidement prendre de l'autonomie sur ces systèmes. Je pense qu'on a là une force qui n'est pas destructrice d'emploi, mais qui est vraiment productrice de qualité et de qualité de vie. Mais est-ce que ça a un impact quand même sur les métiers? Est-ce que ça donne naissance à des nouveaux métiers? Tout à l'heure, on parlait de la data. Est-ce que justement, autour de la data, les data managers sont... Le métier change, ça Ouais. c'est l'évidence. Maintenant, on est dans, comme toute révolution industrielle, on va parvenir sur l'Antiquité avec l'esclavage, ensuite la machine-outil, ensuite... et donc on est dans une période d'évolution. Donc forcément, il y a une perte de repères sur les typologies de métiers, et ce qui peut être choquant, c'est la vitesse à laquelle ça se fait, en réalité. Bon. Par contre, il est évident que, d'une façon ou d'une autre, il y a une évolution, effectivement, des typologies de métiers qui vont commencer à apparaître. Ils seront différents de ceux qui existent maintenant. Donc, le message, il faut être assez clair. On a vécu ça, l'humanité a vécu ça plusieurs fois sur les révolutions industrielles. On est en une période de changement, donc il y a forcément une modification, et on est en train d'apparaître dans un écosystème qui est en train de se modifier fortement, et donc qui peut apporter des craintes par rapport à ça. Maintenant, comme ça va plus vite, entre guillemets, ça veut dire que le passage d'une génération à l'autre va aussi passer plus vite. Ouais. Voilà. Ce qui est nouveau également, c'est les populations impactées. C'est que là, on est... les médecins, on en parlait tout à l'heure, mais les médecins, les avocats, les notaires, enfin toutes ces fonctions, on va dire, Col blanc, le fameux col blanc, protégé, qui exploitent la donnée, aujourd'hui, ça, ils sont plus impactés. Et quelque part, les populations qui ont été impactées précédemment par la révolution industrielle, ils sont moins impactés en réalité, parce que les choses qui sont très physiques, très terrain, très accompagnement, on en a besoin. Et donc là, ce qui est nouveau, c'est plutôt ces populations-là. Et peut-être là encore, il faudrait continuer des heures pour avoir des cas concrets, des cas d'usage, pour être capable de dire. Tout à l'heure, Alexis parlait des contrats rapidement. Il y a un retour d'expérience où finalement, dans les contrats, il y a des choses qui sont signées sur soit des pénalités, soit des remises qui ne sont jamais appliquées. Et il y a l'exemple d'une société qui, grâce à la GenAI, a exploité l'ensemble de ces contrats pour relever toutes les clauses qui n'étaient pas appliquées et qui a pu aller du coup, comme ça, juste faire appliquer les contrats et gérer de la valeur comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est de la qualité supplémentaire, c'est de la valeur supplémentaire. Et des cas d'usage, on commence quand même à en avoir dans tous les domaines de la supply. Et on va continuer à ce qu'on fait depuis toujours, à optimiser, à améliorer, à fiabiliser.
Mais l'impact des Sur la- métiers chez les sur 3PL, la question, oui, le c'est fou quand on résultat. voit l'évolution des métiers chez les 3PL et chez ID en particulier. Le nombre de robots installés, la Effectivement, on en a installé beaucoup, mais la question, il me semble, était sur le résultat net-net. Est-ce que ça va détruire les emplois ou en recréer? Moi, je suis incapable de répondre à la question. Par contre, je sais qu'il y a une transformation importante. À titre personnel, je forme mes enfants à l'IA générative parce que je pense que c'est important qu'ils apprennent à s'en servir correctement. L'un des risques, et on ne l'a pas évoqué, c'est la flemme intellectuelle. C'est j'arrête de réfléchir parce que la machine l'a dit, donc c'est vrai. Mais non, pas du tout. C'est censé nous accompagner, mais pas remplacer. C'est sûr qu'il va y avoir des transformations, même d'ordre sociétaux, et il faut s'y préparer. Ça va être de plus en plus rapide. Après, je ne suis pas vraiment inquiet. Je pense que c'est quelque chose qui va nous aider au global. Ce qu'il faut, c'est pas se tromper de combat, quoi. L'utiliser correctement et à bon escient. Et sur la partie employée, c'est vrai qu'en France, on a vite cette vision, on va remplacer des emplois. Alors, ce qui est surprenant, c'est par exemple en Chine, la raison pour laquelle il y a autant de robotisation, c'est pas pour remplacer des emplois, Parce qu'ils n'en ont pas assez. c'est pour compenser le manque de main-d'œuvre pour répondre à la demande. Donc, le prisme est très différent, c'est on n'a pas assez de main-d'œuvre, et donc, du coup, on développe des milliers de robots pour pouvoir compenser cette main-d'œuvre. Donc, il y a aussi un prisme un peu différent selon les cultures, les pays, le positionnement et la sensibilité de chacun. Une dernière question? Allez, une dernière question qui va nous amener à la conclusion. Pouvons-nous retenir que l'IA générative permet l'apprentissage à partir de scénarios existants et la génération de nouveaux scénarios partant de l'existant, et que l'IA agentique permet, en plus d'intégrer des aléas ou de nouvelles situations, de proposer des solutions adaptatives ou résilientes de façon autonome? Merci. Oui, c'est presque. Je peux attaquer là-dessus, vu qu'on a commencé à déployer l'IA agentique de notre côté. Je crois effectivement que c'est un vrai différenciant entre l'IA générative qui, on l'a redit au début, mais qui est vraiment une approche statistique de données statiques ou passées pour apprendre et être capable de restituer quelque chose qui s'appuie sur ces données anciennes de façon statistique. Et l'IA agentique qui nécessite d'avoir accès à des fonctionnalités. Attention, l'IA agentique ne peut prendre de décision qu'en ayant cette capacité d'agir, voire même de voir le résultat de ses actions pour apprendre, progresser. Mais par contre, cette différence de paradigme va avoir des conséquences beaucoup plus importantes, je pense. Je pense que l'IA générative a été un activateur de la capacité d'aller vers une IA agentique, capable de prendre de l'autonomie, tout en étant capable de restituer le résultat de ses calculs, de ses opérations, de ses actions, verbaliser, si on peut dire, sur les gains de ses choix, de ses actions, apprendre, s'améliorer, et donc accélérer le processus de prise de décision, etc. Toujours piloté par des facteurs humains, importants et indispensables à la prise de décision, mais avec un changement drastique entre apprendre d'une base textuelle passée et être capable d'aller prendre des décisions, des actions, et améliorer ces actions dans le temps. Bah écoutez, ça, on va dire que c'est la conclusion. En tous les cas, un grand merci à vous six d'avoir parlé de l'IA générative aujourd'hui. Merci à tous, et vous avez été nombreux, je le disais en ouverture, à l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour un autre sujet qui n'a pas grand-chose à voir, quoique, le casse-tête de la logistique des flux retour. Voilà, merci à tous et à très bientôt sur le plateau de Supply Chain Village.